La crise sanitaire n'a pas d'autre origine que la déforestation massive opérée pour produire à moins cher. Et parce qu'il y a cette déforestation, alors les animaux sauvages contaminent les animaux domestiques, et les animaux domestiques, les êtres humains, après avoir été martyrisés dans les élevages hyper intensifs dans lesquels on les enferme. Et alors, la maladie se propage. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. On imagine aisément que pour donner toutes les informations possibles sur une personne aussi riche que Mélenchon, je ne parle pas de richesse financière bien entendu, mais qui a un discours aussi varié sur autant de sujets, on pourrait y passer des heures, et bien plus. Ici, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de raccourcir le plus possible pour aller à l'essentiel, pour que les personnes qui vont devoir voter pour un président dans les mois qui viennent puissent se baser sur des éléments objectifs en fonction de leurs propres priorités. C'est pas à moi de définir vos priorités, même si je peux évidemment pointer des priorités réelles par rapport à l'intérêt global et des priorités mises en avant par certains candidats qui sont peut-être plus secondaires. C'est quand même à vous de choisir, c'est vous qui votez. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur Valérie Pécresse et le message est clair, si vous voulez une politique différente de celle de Macron, il ne faut pas voter Valérie Pécresse. Ah non, si vous voulez la politique de Macron, vous pouvez voter Valérie Pécresse. Ou s'il se présente Macron. Évidemment, vous l'avez compris, je ne suis pas pour Macron. Ce n'est évidemment pas à moi de vous dire quelle ligne politique choisir. Par contre, je peux pointer la cohérence de certaines lignes politiques par rapport aux objectifs affichés ou à vos objectifs. Et je peux aussi montrer des lignes politiques impossibles à réaliser, par exemple. Ça, je peux faire. Et donc, si la ligne politique choisie par un candidat vous plaît, mais que je vous montre qu'elle est impossible, à vous de voir si vous voulez voter pour lui quand même, sachant qu'il n'y arrivera pas, ou bien essayer de trouver un candidat qui a peut-être une ligne politique un peu moins parfaite, mais qui au moins se donne les moyens d'y arriver, par exemple. Et le cas Mélenchon est très intéressant. Ces vidéos sur les candidats, c'est la première fois que je fais ça, mais par contre, que je suive de près les candidatures des uns et des autres, notamment en France, ça ne date pas d'hier. Par exemple, en 2017, j'avais déjà soutenu Mélenchon, non pas par des vidéos, mais sur les réseaux sociaux. Je ne l'avais pas dit que Mélenchon était parfait, mais j'avais noté... On ne pourra pas continuer à vivre comme on vit nous aujourd'hui, à 10 milliards que nous serons bientôt, avec un mode de production et de consommation pareil. Par rapport aux autres candidats, c'est mieux sur ce sujet. Évidemment, pour moi qui prône le végétarisme et même le végétalisme depuis de nombreuses années, comme je l'ai indiqué dans une vidéo récente où je parle de mes 40 ans de végétarisme, il me paraît avoir une guerre de retard. Mais enfin, il faut mieux avoir une guerre de retard qu'en avoir deux. Et malheureusement, c'est bien souvent le choix qu'ont les électeurs dans de telles élections. Ce n'est pas choisir entre deux personnes qui les font rêver, c'est choisir entre une personne moins pire et une autre. Et donc c'est beaucoup plus difficile parce que aucun candidat n'est évidemment parfait, mais aucun candidat n'est même à 60% parfait. Et donc, chacun des candidats a de gros défauts, et est-ce que ces défauts-là sont acceptables, plus acceptables, moins acceptables que le défaut des autres? C'est malheureusement un peu comme ça que ça se passe. Évidemment, en analysant tous les candidats, on va peut-être avoir une surprise et trouver un candidat qui est quasiment parfait, ou en tout cas bien au-delà des autres. Et alors on se posera la question, parce que vraisemblablement, s'il existe un tel candidat, il n'est pas très connu, sinon vous l'auriez remarqué, et donc il a a priori peu de chances d'être élu. Et donc on revient au problème dont j'ai parlé dans la vidéo de Valérie Pécresse sur l'influence des sondages. Les gens ne votent pas nécessairement avec leur cœur pour le candidat qui répond à un maximum de leurs aspirations, mais bien souvent ils votent de façon stratégique. Et malheureusement, ces votes stratégiques, qu'on appelle aussi vote utile, bien souvent, ça mène des hommes comme Emmanuel Macron ou des femmes comme Valérie Pécresse au pouvoir, et le résultat est évidemment catastrophique, comme vous avez pu le voir. Des personnes qui vont avoir un discours de « en même temps » pour satisfaire tout le monde, le problème c'est qu'il y a une déconnexion totale entre le discours et les actes. C'est évidemment ce qu'on a vu pendant 5 ans avec Emmanuel Macron. Donc, qu'en est-il de Mélenchon? Eh bien, le petit extrait que je vous ai mis au début est absolument crucial. Et d'ailleurs, si je fais une vidéo maintenant sur lui,
C'est parce qu'il y a quelques jours, à Nantes, il a eu un long meeting où il a tenu notamment ses propos. Je vous mets ici la séquence un petit peu plus complète et je vais vous dire pourquoi elle est aussi importante. Mais attention, elle est loin d'être parfaite. On va analyser ça pendant quelques minutes avant de passer à la suite. La crise sanitaire n'a pas d'autre origine que la déforestation massive opérée pour produire à moins cher. Et parce qu'il y a cette déforestation, alors les animaux sauvages contaminent les animaux domestiques et les animaux domestiques, les êtres humains, après avoir été martyrisés dans les élevages hyper intensifs dans lesquels on les enferme. Et alors, la maladie se propage. Et alors, ils inventent des passes sanitaires et des vaccins à 1, 2, 3, 4, 5 doses, sans fermer un seul élevage intensif et sans faire cesser le martyre des animaux et le danger pour les êtres humains. Le changement climatique qui va provoquant des catastrophes croissantes n'a pas d'autre origine qu'un productivisme aveuglé. Produire toujours plus, n'importe quoi, n'importe comment, créer des désirs et des besoins, même s'ils n'existent pas. D'un côté, c'est un grand événement. Parce que ce lien entre pandémie, déforestation, élevage, et après réchauffement climatique, même s'il ne fait pas le lien très direct, c'est ce que j'explique depuis février 2020, dans une vidéo. J'ai repris dans un article très détaillé, et je suis impressionné que 2 ans après, ou presque, je l'ai écrit en avril 2020, c'est toujours aussi valable, j'ai pas dû changer en paragraphe ou quoi que ce soit. Et puis j'ai fait différentes vidéos pour essayer de vulgariser tout ça, parce que c'est pas tout le monde qui peut lire un long article détaillé, un petit peu scientifique, notamment dans une vidéo cruciale, qui s'intitule « Les causes communes », donc du réchauffement climatique, de la pandémie, de la déforestation, etc. Une vidéo d'ailleurs que j'ai envoyée à Jean-Luc Mélenchon, début septembre. Est-ce que le fait qu'il ait tenu ses propos est lié au fait qu'il ait reçu ma vidéo? Je n'en sais rien, je ne cherche absolument pas de fleurs ou quoi que ce soit par rapport à ça, c'est pas le but, mais c'est possible. En tout cas, je lui ai envoyé par messagerie privée en septembre. Le problème, c'est qu'il n'a pas tout compris. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il y a un lien, ça c'est bien, et à mon avis, c'est le premier homme politique, en tout cas de premier plan en France, qui en parle. C'est absolument crucial, donc c'est une avancée considérable, mais il a un petit peu simplifié, et il n'a pas tout compris. C'est-à-dire qu'il dit on coupe les forêts, donc qu'il y a plus de contact entre la faune sauvage et les animaux d'élevage. Oui, mais c'est secondaire. C'est surtout le fait que les animaux sauvages étant en train de diminuer considérablement à cause de la déforestation, il n'y a plus de place pour eux, donc la population diminue drastiquement, donc il n'y a plus de place pour les virus, donc la population diminue drastiquement, et leur seule chance de survie, aux uns comme aux autres d'ailleurs, c'est de s'adapter aux nouvelles conditions. Pour un virus, s'adapter à de nouvelles conditions, c'est quitter la vie dans un animal qui n'existe presque plus pour s'adapter à une vie dans un animal abondant. Et quel est l'animal le plus abondant? Eh bien c'est Homo sapiens, qu'on appelle aussi l'être humain, c'est nous. Et donc la déforestation encourage la mutation des virus depuis la faune sauvage vers les humains. Effectivement, ça peut être via les animaux d'élevage, mais ce n'est pas du tout systématique. Donc il a un petit peu simplifié, il s'est un peu mêlé les pinceaux, mais enfin c'est déjà pas mal qu'il en ait parlé. Par contre, il parle de la déforestation et des élevages, mais il ne dit pas que les élevages sont la principale cause de la déforestation. Donc ça c'est important aussi de le lier. Et puis que les élevages et la déforestation sont les premières causes du réchauffement climatique. Donc c'est pas mal, il est sur la bonne voie, ça lui donne beaucoup de points à mes yeux, c'est pas pour ça qu'il est parfait, et on va voir qu'il y a évidemment des problèmes dans son discours, mais là, je dois dire, je souligne, c'est un point très très important. S'il fallait analyser toute la carrière d'un homme comme Mélenchon, on n'a pas fini, et bien sûr qu'on va trouver des choses terribles qu'il a dites, des décisions mauvaises qu'il a prises, quand il était ministre ou quand il était au Parti Socialiste ou même quand il était à la France Insoumise, etc. Personne n'est parfait, on est bien d'accord, et je crois qu'il faut se concentrer sur ce qui se passe à court terme maintenant, parce que sinon on n'a jamais fini. D'ailleurs, des personnes qui ont une longue carrière politique sur lesquelles vous n'avez pas des choses graves à dire, ben alors vous pouvez tous les éliminer. Parmi les principaux concurrents
à Mélenchon, on peut citer évidemment Macron, Pécresse, Zemmour, Le Pen. Bon, on est bien d'accord qu'on va leur trouver des choses qu'ils ont dites, qu'ils ont faites, qui sont totalement déplorables. Donc, je crois que le mieux, c'est d'en peu remettre les compteurs à zéro et de dire quel est leur discours maintenant, récemment. Et alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Donc ça, c'est la question que je posais par rapport à Valérie Pécresse. On a vu avec Valérie Pécresse qu'elle n'a pas de conviction nette, qu'elle est très élastique, et donc on ne peut pas compter sur ses convictions. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Jean-Luc Mélenchon? On va aller au point essentiel, voir ce qui est positif chez Mélenchon, voir ce qui est négatif, et puis on va voir, en fonction de sa position sur l'Union européenne, s'il peut réaliser ce qu'il propose ou pas. Donc, les points positifs de Mélenchon. Il a compris le lien entre les pandémies qui arrivent, la déforestation, les élevages, le réchauffement climatique. Très bien. Il veut adresser ces problèmes comme priorité. Il a raison. Donc là, très positif pour commencer. Mais vous, est-ce que vous avez bien tous compris que 90% et même plus d'entre vous sont déjà contaminés aux pesticides? Parce que cela a été établi. Et quand on dit le pesticide, c'est des choses comme glyphosate, qualifiées de probablement cancérigènes. Eh bien, que ceux qui veulent avoir des certitudes en boivent quelques bonnes lampées, ça les mettra du bon côté. Et pour les autres, non, on n'en veut pas. Il faut comprendre, c'est pourquoi on interdira séance tenante. Les pesticides, il a compris le problème, très bien. Par contre, quand il parle du végétarisme, il a dit qu'il ne voulait certainement pas critiquer les éleveurs qui produisent de la bonne viande, je ne sais plus ces mots exacts. Et là, il y a quand même un problème qui peut paraître quelque part, si vous n'êtes pas spécialiste en détail, mais qui est en détail tellement important que ça gâche un petit peu tout. Je vais vous la faire, et je la ferai pour Éric Zemmour aussi, qui fait la même erreur, même si Éric Zemmour est évidemment nul au niveau écologie, mais il a quand même en intérêt, Éric Zemmour, c'est la France qui met en avant par rapport à tout, mais pour que sa France, qu'il aime tant, soit forte, il faut qu'elle soit au moins autosuffisante par rapport aux produits de première nécessité comme la nourriture. Et là, on a quelque chose de gravissime que ni Zemmour ni Mélenchon n'ont compris. Enfin, pour Mélenchon, je trouve que c'est ambigu. Zemmour n'a rien compris de ce côté-là, mais pour Mélenchon, je ne sais pas, parce qu'il y a toujours le problème d'être électoraliste, de ne pas froisser les électeurs, et d'être cohérent. Je suis d'accord que c'est pas facile de faire de la politique. D'ailleurs, je dois vous le dire, j'en ai fait un petit peu, un tout petit peu en Belgique. J'ai été candidat pour le parti animaliste belge qui s'appelle Dire Animal. Voilà, je vous mets l'affiche à l'écran. Comme ça, vous pouvez voir ma tronche de candidat. Je me rends compte de la difficulté. Hein. Je ne suis pas du tout, disons, en perdreau de l'année, comme j'ai entendu plusieurs fois l'expression dans les médias. Je trouve amusant pour un ornithologue d'être en perdreau de l'année. Mais bon, tout à fait sérieusement, je ne sais pas s'il a compris, parce que clairement Mélenchon s'attaque aux élevages intensifs, il l'a dit beaucoup. D'ailleurs, même des partis animalistes mettent en avant toujours le problème des élevages intensifs. Alors oui, les élevages intensifs, c'est une catastrophe, il faut s'y attaquer. Mais si dans notre programme, on dit on va supprimer les élevages intensifs, sous-entendant que les autres élevages, on ne va pas s'y attaquer, ça veut dire que concrètement, s'il n'y a pas de changement de la consommation de viande, bon, je sais, il a dit qu'il fallait diminuer en 2016. Bon, d'accord. Mais s'il n'y a pas une diminution drastique, au niveau écologique, donc je ne parle pas du bien-être animal, mais je parle du réchauffement climatique, des pandémies, de déforestation, etc., c'est encore pire. Alors je l'ai écrit dans un article, je vous invite d'aller voir, je mets des chiffres, etc., vous verrez des liens, des sources, mais je vous l'explique de façon très simple, et je profite de cette vidéo sur Mélenchon pour souligner ce point absolument crucial. Je renverrai depuis la vidéo de Zemmour à ici pour répéter ces informations absolument, vraiment, je le répète, cruciales, ou alors carrément je reprendrai la séquence si elle est bien faite, ou à la limite je le réexpliquerai avec d'autres mots si j'ai l'impression que c'est pas bien passé. Mais écoutez bien, vous voulez une production locale dans le but, soit de limiter les transports, donc dans des raisons écologiques, dans un but social, vous pouvez contrôler comment sont traitées les personnes qui travaillent dans le secteur, ou alors c'est pour une raison de souveraineté du pays, de puissance, de ne pas dépendre des autres pays, ça c'est évidemment la stratégie plutôt Zemmour, mais dans tous les cas, produire local. Comment est-ce qu'on sait si on a une production locale suffisante ou pas? C'est quelque chose qui paraît évident et qui est en fait beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Je vous donne un exemple. On dit que la France produit plus qu'elle ne consomme au niveau de nourriture. Et donc elle est plutôt exportatrice, elle a une balance commerciale favorable. En réalité, c'est faux.
Alors vous allez me dire, mais enfin, comment est-ce que je peux comme ça contredire tous les chiffres qui sont publiés? Je vais vous l'expliquer. Et pour vous le faire comprendre, je vais faire une analogie qui va peut-être vous étonner un petit peu, mais après cette analogie, et je vous expliquerai où se situe le problème, je sais que vous aurez compris, parce que l'analogie est extrêmement parlante. On va faire un peu de science-fiction. Imaginez que demain, les industriels trouvent dans le sous-sol français, très très profond, plein de pétrole. C'est improbable, mais c'est de la science-fiction, c'est une analogie pour que vous compreniez. Le pouvoir français pourrait dire, désormais, on n'a plus besoin d'importer, on n'a plus besoin du pétrole qui vient d'Arabie Saoudite, d'Iran, de Russie, du Venezuela, du Nigeria, de Norvège, je ne sais pas où. Bon. Donc, on va exploiter notre pétrole. Production locale. Pas écologique, certes, mais locale. Le problème, c'est que ce pétrole est très profond et qu'il faut de l'énergie pour faire monter le pétrole. Dans les gros tuyaux, dans les derricks, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui vont remonter le pétrole depuis le sous-sol jusqu'à la surface. Ça demande beaucoup d'énergie. Et comment est-ce qu'on va trouver cette énergie? Par exemple, avec des centrales nucléaires. C'est une possibilité. Il y a beaucoup de centrales nucléaires en France. On pourrait utiliser des pompes électriques. On met des pompes électriques, des gros tuyaux, on fait remonter le pétrole du sous-sol, on l'utilise, et on en fait remonter assez pour toute la consommation française. Est-ce qu'on peut dire qu'on est autosuffisant en pétrole? Vous allez sans doute me dire oui. Bon. Maintenant, on se rend compte qu'il faut tellement d'énergie pour faire remonter ce pétrole que les centrales nucléaires ne suffisent pas. Il n'y a pas assez de centrales nucléaires, et on se retrouve à court d'électricité. Alors le pouvoir décide de changer. On ne va pas utiliser de l'énergie nucléaire pour faire monter le pétrole, mais on va utiliser du pétrole. Imaginez qu'il faille 80%. Donc pour monter 100 millions de barils, il faut 80 millions de barils. Eh bien, c'est un énorme gaspillage. Vous allez dire c'est de la folie. Mais on fait ça. Par exemple, on fait ce genre de bêtises dans les sables bitumineux au Canada, où on utilise presque autant d'énergie que ce qu'on produit pour parvenir à l'extraire. C'est évidemment un gaspillage monstrueux, une pollution phénoménale, qu'on devrait absolument interdire. Mais ici, on est toujours dans notre science-fiction. Acheter 80 millions de barils pour en monter 100 millions. Vous allez dire, c'est stupide. Mais si on le fait, et qu'on ne compte que les 100 millions, est-ce qu'on peut dire qu'on est autosuffisant en pétrole? Vous allez dire non, puisqu'on utilise 80 millions de barils importés. Maintenant, revenons à notre cas de figure, où c'était l'énergie nucléaire qui faisait tourner cette pompe. Et que l'équivalent pétrole de ce qu'on utilise en énergie nucléaire pour faire monter le pétrole est de 80%. Donc les fameux 80 millions de barils pour 100 millions de barils. Est-ce qu'on est autosuffisant en pétrole? Objectivement, oui, puisqu'on n'importe plus de pétrole. Mais on doit importer beaucoup plus d'uranium pour pouvoir utiliser le pétrole. Mais ça, on ne le compte pas dans le pétrole. Vous voyez? Pourtant, si on importait du pétrole, on dirait on n'est pas autosuffisant. Mais on fait la même chose. Imaginez que pour monter 100 millions de barils, il faille 110 millions de barils. Vous allez dire, ça c'est vraiment le plus stupide de tout. Oui, mais on n'a pas les 110 millions de barils. Alors on utilise de l'énergie nucléaire. On produit plus d'énergie avec le nucléaire qu'on en sort avec du pétrole. Vous allez dire, c'est suicidaire. C'est stupide. C'est du pur gaspillage. Eh bien, c'est ce qu'on fait avec la viande. On importe 10 millions de tonnes de nourriture qu'on ne compte pas dans la nourriture que l'on importe. Parce que cette nourriture n'est pas mangée par les humains. C'est un petit peu comme l'uranium qu'on importerait pour faire tourner les pompes qui font monter le pétrole. On importe 10 millions de tonnes de grains pour produire quoi? Pour produire 1 million de tonnes de viande. Donc c'est comme, non pas si on importait 110 millions de barils pour en produire 100, c'est comme si on en importait 1000. C'est ça le gaspillage de la viande. Et ça, je pense que Mélenchon n'a pas compris. Il a compris que c'était un gaspillage extraordinaire, il le dit. Mais je ne pense pas qu'il a compris les proportions. Parce que si on désindustrialise les productions carnées en France, il faudra tellement d'espace pour mettre les animaux et les nourrir que pour être autosuffisant, on ne pourra rien produire d'autre. J'ai fait le calcul dans un article, je vous invite à aller vérifier les chiffres, ils ont déjà été vérifiés plein de fois, mais vous pourriez trouver une erreur quand même, on verra, je vous mets au défi. Si on voulait être autosuffisant en nourriture et qu'on produisait la même quantité de produits carnés que ce qu'on consomme en France aujourd'hui,
eh bien, il faudrait tout le territoire agricole français, rien que pour la viande et les œufs. On doit supprimer toutes les vignes, tous les fruitiers, toutes les productions de blé, toutes les productions sucrières, enfin, tout, sauf la viande, les œufs, et ça occuperait tout le territoire agricole français. Je l'ai calculé dans une vidéo pour l'Europe, mais vous vous doutez que pour la France, on a des chiffres approximativement les mêmes. Eh bien, il faudrait non pas diminuer de 10, 20, 50 ou 80% la consommation carnée, il faudrait viser 1 ou 2 repas par an avec des produits carnés pour chaque Européen. Au-delà, il faut importer. Et ça, c'est vraiment l'élément crucial qui change tout. Évidemment, c'est politiquement très incorrect de le dire. Et donc, je pose la question, est-ce que M. Mélenchon le sait et n'ose pas le dire et se contente de dire on va diminuer la production carnée? C'est déjà pas mal qu'il le dise, hein, et surtout qu'il fasse le lien avec la pandémie, bravo. Donc, est-ce qu'il modère ses propos par tactique politique, ou est-ce qu'il n'est pas au courant de l'ampleur de la catastrophe? Je n'en sais rien. Par contre, concernant Zemmour, il n'en parle pas du tout, et c'est une de ses grosses faiblesses. S'il ne comprend pas ça, il n'arrivera jamais à l'autonomie alimentaire qu'il prétend atteindre par souveraineté. Donc j'espère que ce message arrivera également aux oreilles d'Éric Zemmour. Donc côté positif de Mélenchon, incontestable, par rapport à tous ses concurrents, en tout cas tous les grands concurrents, je reviendrai sur cette idée de grand et petit, qui est de la manipulation et qui empêche des candidats peut-être de grande qualité d'émerger, mais ceux qui sont appelés dans la presse les grands candidats, on va en citer 5, c'est Macron, Pécresse, Le Pen, Zemmour et Mélenchon. De ces 5 candidats, sur les sujets dont nous parlons, qui pour moi sont les sujets les plus importants, écologie, avenir de l'humanité, réchauffement climatique, pandémie, biodiversité, c'est celui qui est le mieux placé. Je crois que c'est très important, et j'espère que les supporters de Mélenchon m'entendent, mais attention, je vais quand même faire des critiques. Et des critiques gravissimes. On est loin d'avoir une blanche colombe. Alors il y a 3 problèmes. 2 problèmes de fond et un problème, je dirais, structurel de relation avec l'Union européenne. Alors les problèmes de fond, je vous les fais écouter. Mais par un dégoût de l'existence qui fait que notre continent est en train de se dépeupler, qu'il y a une bombe démographique à retardement, qui est que partout, inclus en France, depuis la fin du dernier gouvernement de gauche, celui de M. Jospin, partout, et notamment en France, on est passé d'un taux de renouvellement de la population à un taux de décroissance, avec un nombre de pays qui ont atteint des taux de 1,5 qui sont considérés par les démographes comme des taux irrattrapables. Dès lors que cette intervention serve de sonnette d'alarme, c'est aussi une question que nous mettrons sur le tapis. Et le deuxième? Nous nous battrons pour que la discussion recommence sérieusement. Est-ce que les Européens, oui ou non, vont accepter la levée des brevets sur les vaccins pour que la planète entière puisse se vacciner? Alors, il comprend que nous sommes nombreux, que nous surconsommons, que nous déforestons à peu près tout ce qui reste, et il encourage la natalité. Est-ce que je dois vraiment expliquer où est l'incohérence? Bon, j'ai fait une vidéo sur la surpopulation, vous irez voir, si vous voulez. Mais vous n'avez pas besoin, je pense que tout le monde comprend. Imaginez que vous êtes sur un bateau qui n'a aucune possibilité de ravitaillement, vous savez le nombre de jours qui restent jusqu'à destination, et au rythme auquel les passagers mangent, eh bien, les réserves seront vides bien avant d'arriver à destination. Vous allez donc demander aux gens de se restreindre, de faire attention, de diminuer la consommation. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Vous savez très bien que demander aux gens de consommer moins, c'est pas évident. Est-ce que dans ces circonstances, vous allez inviter de nouveaux passagers? C'est incompréhensible. Même si pour des raisons économiques, on peut comprendre l'envie d'avoir une natalité forte dans son pays, aussi une raison géopolitique par rapport aux autres pays, pour quelqu'un qui se prétend écologiste et qui parle de l'avenir de la planète, encourager la natalité, c'est totalement débile, je suis désolé, il n'y a rien d'autre à dire, c'est absolument ridicule et pour moi disqualificatif. C'est-à-dire que rien que pour ça je ne voterai pas pour Mélenchon, sauf que le problème, c'est que j'ai des informations tout aussi disqualifiantes
pour les autres candidats, en tout cas les grands candidats, comme je viens de dire avec des guillemets, puisque je n'aime pas cette classification, mais j'aurai des choses tout à fait disqualifiantes, évidemment, pour Zemmour, pour Le Pen, pour Macron, et pour Pécresse, je l'ai déjà fait. Donc, il faudra choisir le moins pire, mais malheureusement, avec cette information, Mélenchon gâche largement les très bonnes informations qu'il a données donc, dans ma première partie de la vidéo. La deuxième chose, je ne vais pas utiliser les mots parce que je n'ai pas envie d'encore être censuré, mais enfin, il comprend l'origine de la pandémie et il pense qu'injecter toute la planète, c'est la solution. Je suis désolé, c'est ridicule. En plus, on voit bien que l'injection ne marche pas. C'est maintenant un scandale planétaire où on voit bien que tous les pays se retirent de ces injections obligatoires et commencent à les décourager parce qu'il y a plus de gens injectés malades que de gens qui ne le sont pas. Donc, dire on va lever les brevets et offrir ces produits à tout le monde, ou alors, si j'étais très mauvais, je dirais, ben, puisqu'il sait qu'on est surpeuplé et qu'il veut que la population française augmente, eh bien il veut diminuer la population en Afrique et il leur envoie des poisons. Mais évidemment, je ne pense pas que Mélenchon soit aussi mauvais joueur. Là, Mélenchon, encore une fois, comme avec le coup de la natalité, il est totalement à côté de la plaque. Et encore une fois, je trouve que c'est une information disqualifiante. Et donc, si vous êtes proche de Mélenchon et que vous pouvez lui faire passer le message, dites-lui qu'il y a 2 points sur lesquels ça ne va pas son truc. Ça ne va pas. Je ne vais pas aborder ici le problème de l'immigration, la créolisation, sur lequel peut-être vous n'êtes pas d'accord avec lui, et j'en reparlerai quand on parlera de Zemmour. Mais je pense que les points les plus importants, je les ai abordés là. Bien sûr, il y a encore plein de choses à dire. Vraiment, si M. Mélenchon pouvait ouvrir les yeux sur ces 2 problèmes, natalité et les injections, alors on aurait certainement un candidat meilleur que ses concurrents principaux. Aucun doute. Mais ces 2 points-là gâchent vraiment la fête. Alors, pour terminer, je voudrais quand même dire que sa politique par rapport à l'Union européenne me semble plus que douteuse. Je vous laisse écouter un petit extrait de ce qu'il dit sur la question. Il y a à construire une entité politique en Europe et il faut le faire contre les mesures et le cadre constitutionnel qui a été établi. Il ne peut exister que contre, il ne peut exister qu'en rupture, car ce sont ces traités qui interdisent la vie et la constitution d'un peuple en Europe. Voilà pourquoi il faut en sortir. Dire on va sortir des traités sans dire qu'on sort de l'Union européenne, ça c'est prendre des électeurs pour des idiots, parce que l'Union européenne, ce sont des traités. Sans traité, il n'y a plus d'Union européenne. Donc là, la position n'est pas claire. Peut-être qu'il n'ose pas l'assumer par rapport à ses électeurs, et qu'il veut sortir de l'Union européenne. Ou au contraire, il ne veut pas sortir, mais sachant que son programme est impossible dans l'Union européenne, il laisse le flou par électoralisme. Mais dans les 2 cas, je pense que c'est un point négatif par rapport à la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de M. Mélenchon. Est-ce qu'au 2e tour contre Macron, je le soutiendrai? Alors là, oui, certainement, là, il n'y a pas match. Contre Macron, il y a beaucoup de gens que je soutiendrai, mais certainement Mélenchon. Par rapport à Macron, il n'y a aucun doute sur la question. Et je sais que ce genre de choix risque d'avoir lieu au 2e tour. Je vous dis à bientôt, merci pour votre fidélité, les 2-3 dernières vidéos fonctionnent bien, j'espère que ça va continuer comme ça, et tant que vous êtes nombreux à regarder et à aimer mes vidéos, évidemment, je continue à publier.